Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est parti. On va commencer avec Paula par se présenter. Donc pour ma part, je suis Maxime Ovy, je suis un ancien MTE IMED de l'UTT, donc diplômé en 2015. Aujourd'hui, je suis ingénieur en cybersécurité et vie privée chez Back Market, la plateforme de vente de téléphones reconditionnés, téléphone et pas que, et freelance à côté. Et en partie, ce qui fait que je suis devant vous ce soir, c'est tout simplement que je suis ancien contrôleur de la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont on vous parlera un petit peu plus ce soir. Et je vous ai laissé un contact pour si jamais vous avez des questions qui suivent cette présentation. Paula, c'est à toi. Bien joué, moi j'ai oublié de laisser le contact. Bonsoir à tous. Alors moi je suis personnel UTT depuis 2003. J'ai longtemps été ingénieur pédagogique au Centre d'innovation pédagogique. Aujourd'hui je travaille à la DFP, je coordonne tous les projets de transformation dans les formations d'ingénieurs. Et ce qui fait que je suis là ce soir, c'est que j'ai été d'abord correspondante informatique et liberté puis déléguée à la protection des données personnelles de l'UTT entre 2015 et je viens de céder ma place il y a pile poil 19 jours. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on se voit ce soir, en plus des questions qu'on vous a posées? Alors tout simplement, première raison, parce on est de plus en plus face à des cyberattaques. Voilà, il y a plus de 9 entreprises sur 10 qui reconnaissent, donc ça veut dire qu'on omet déjà celles qui n'osent pas le dire, avoir déjà subi ce type d'attaque. La plus fréquente, la plus courante, c'est l'hameçonnage, le phishing, donc un mail qu'on a envoyé à un utilisateur pour le piéger. Alors ça paraît bête, on a toujours en tête l'image du mail mal ficelé, avec des fautes d'orthographe dans tous les sens, avec des choses qui sont vraiment détectables très facilement. Et en fait, c'est vraiment un milieu qui s'est professionnalisé, avec des attaquants qui se structurent. Et bah, le quasi seul rempart en fait face à ce genre d'attaque, c'est de la sensibilisation, c'est de parler aux utilisateurs, c'est de parler aux particuliers, à monsieur et madame tout le monde, pour leur expliquer que ça arrive et on peut faire un certain nombre de choses pour s'en protéger. La réponse, enfin le motif un petit peu d'opposition qu'on a face à ça, c'est que c'est toujours ouais, mais moi je suis une trop petite entreprise, ou moi je suis une petite asso, ou moi je suis un particulier. Les attaquants ont sûrement autre chose à faire et des cibles autrement plus intéressantes que moi. Sauf qu'en fait, on se rend compte que les trois quarts des attaques qu'on peut recenser en France, elles sont complètement opportunistes, c'est-à-dire bah, j'envoie mon mail de phishing ou autre forme d'attaque, mais j'envoie mon mail de phishing à plein de gens, ça me coûte quasi rien. Et s'il y a X personnes qui se font avoir, bah, ça me suffit, je suis rentable, peu importe finalement que ce soit une grosse cible ou une petite cible. Voilà, on adaptera le montant de la rançon éventuellement. Où la revente de données sera un petit peu moins rémunératrice, mais ça restera toujours rentable. Et on se rend compte que le phishing et tout ce qui s'en rapproche, ça représente quand même plus de la moitié des attaques, donc particuliers inclus, et que la grosse motivation pour les attaquants, ça reste avant tout les gains financiers, même si ce n'est pas les seuls, et que des fois c'est juste pour préparer une attaque de plus grande envergure, ou on a tendance à l'oublier quand on est une entreprise aussi, de la malveillance interne volontaire, ça arrive aussi, un salarié qui est fâché et qui veut se venger, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et en plus, ça marche, puisque le coût moyen d'une attaque réussie sur ces dernières années en France, c'est 8 600 000 euros. Et en gros, 35 jours entre le moment où l'intrusion s'est produite et le moment où on l'a détectée, et donc on a pu faire quelque chose pour essayer de s'en débarrasser. Alors 35 jours, ça paraît beaucoup. En vrai, c'est un très bon chiffre par rapport aux autres pays européens d'une part, et aussi parce que si on reprend il y a 4 ou 5 ans, on était plutôt de l'ordre de 100 jours. Donc c'est aussi que nos entreprises sont un petit peu gagnées en maturité. Et donc, je parlais du phishing tout à l'heure. Cliquer sur un lien qui nous amène à une page qui n'est pas à laquelle on s'attendait, c'est pas volontaire, c'est pas un acte volontaire. On n'est pas malveillant quand on fait ça. Mais donc voilà, on a quand même plus de la moitié des incidents qui sont déclenchés malgré eux par des personnes qui n'ont pas été suffisamment sensibilisées et peut-être pas très vigilantes à ce moment-là. On observe que les campagnes de phishing un petit peu structurées, elles sont souvent envoyées le vendredi soir ou un petit peu avant les vacances, les congés. Il y a eu un souci, Paula? T'as essayé de...
Désolée, j'ai voulu quitter chez moi et j'ai quitté chez toi. Pas de souci. Oui, et donc bah, les grosses campagnes de phishing sont envoyées à des moments où les gens font un petit peu moins attention, en fin de journée, avant les week-ends ou avant les congés type Noël ou vacances d'été. Parce que voilà, on mise aussi sur le fait qu'ils seront un petit peu moins vigilants à ce moment-là. Et puis l'autre grosse raison, et qui nous concerne tous à titre perso, en tant qu'individu et pas forcément dans un cadre pro, c'est que nos données personnelles, elles sont super convoitées, même si on s'en rend pas forcément compte. Alors, on entend beaucoup parler de vie privée sur Internet, et c'est vrai que souvent, quand on parle de vie privée, on pense personnalité publique, où on nous dit, bah non, mais moi, j'ai rien à cacher, sous-entendu, comme si c'était complètement binaire, c'est où on cache tout, ou on cache rien, et que du coup, bah, puisqu'on n'a rien à, dans l'absolu, peut-être rien à se reprocher, pourquoi cacher quelque chose? Dans ce cas-là, je préfère plutôt qu'on parle d'intimité numérique. Et donc, avec vraiment la notion d'intimité, c'est-à-dire un espace où on peut se construire, où on peut évoluer, où on peut exister sans forcément de regard extérieur, sans forcément être jugé pour ce qu'on est, et en choisissant complètement avec qui on souhaite partager une info parce qu'on est au clair avec ça ou pas. Et donc, ça inclut bah, toutes les sortes de traces qu'on peut laisser en ligne quand on utilise un ordinateur, peu importe quel service web. Voilà, on fait des achats en ligne ou pas, parce qu'avec les cartes de fidélité maintenant, ça revient au même. Un historique de navigation, ce qu'il a été montré par différentes études que à partir de l'historique de navigation, sur quelques heures, on est capable d'identifier à plus de 95% la personne qui en est à l'origine. Un historique de rendez-vous médicaux. Je veux dire, on a tous utilisé probablement pendant la pandémie Doctolib ou un de ses concurrents. Bah, si vous prenez vos rendez-vous médicaux par Doctolib, oui, Doctolib sait que vous allez voir. C'est pas juste vous allez voir un médecin, c'est que vous allez peut-être voir un oncologue, donc ça donne une info en plus que vous n'avez pas forcément envie de partager à n'importe qui. Ça va être vos déplacements en utilisant, bah, je sais pas, Google Maps, Waze, Apple Plan, peu importe, qui sont conservés. Toutes vos recherches en ligne, toutes vos correspondances, en particulier avec certains systèmes de messagerie qui annoncent clairement qu'elles analysent le contenu des mails qui transitent. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, mais ça leur permet de cibler un petit peu plus qui vous êtes. Et ça, on va le voir un petit peu après, ça a de la valeur. Et si tu me permets de compléter, Maxime, il y a aussi tout ce qui transite par vos objets connectés. On sait quand vous faites du sport, on sait où vous êtes, on sait, voilà. Il n'y a pas seulement votre navigation web. Complètement. Alors, quand vous aurez les supports, vous pourrez éventuellement regarder ces vidéos-là. Elles sont un petit peu longues, elles font 5 ou 6 minutes chacune. Je ne vais pas les passer là, mais ça vous donnera un petit peu de contexte sur, d'une part, comme dit Paula, tout ce qui peut être fait de toutes les données qu'on partage, alors consciemment ou non, mais du moins dont on est les émetteurs volontaires. Oui, les données de santé, parce qu'on utilise une montre connectée ou un bracelet connecté. Euh, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les gens qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, qui sont très bien conscients. Mettons, ils utilisent une montre Weezings pour une fois pour pas taper sur un gros. Euh, Ils sont conscients qu'ils partagent des données de santé avec Weezings. Ils sont pas forcément conscients que, alors je dis pas que c'est le cas de Weezings, mais que derrière ces données-là, elles ont une valeur, que peut-être elles vont être partagées avec d'autres tiers pour des choses qui n'ont rien à voir. Et c'est quelque chose qu'on peut observer parfois dans le milieu des prêts bancaires ou dans le milieu de l'assurance, de collecter des données un petit peu sur les personnes qu'on a en face de nous et de se dire, ben, si cette personne-là, elle fait 15 000 pas par jour, si elle mange dans un restaurant, je sais pas, bio, mettons, si elle, ça sera complètement différent en termes de la façon dont on va l'envisager et peut-être des contrats qu'on va lui proposer avec le tarif qui va bien d'une personne qui passe son temps dans n'importe quel restaurant, comme me disait Paula quand on préparait l'atelier, qui borne au Wi-Fi du McDo tous les 3 jours. Bon, bah, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il consomme, mais peut-être que cette personne-là a un mode de vie moins sain qu'une autre et que, bah, en termes de risque, pour une assurance santé, pour un assureur bancaire, peu importe, le risque est plus élevé et du coup, on va affiner différentes formes de contrats en fonction de ces données-là qu'on n'était pas censé avoir forcément au départ. En tant que particulier, on ne pense pas accessible à des tiers comme cela, et de voir que c'est voilà, que c'est important de s'en protéger de fait.
Et puis une autre qui parle un petit peu plus de la vie privée de façon générale, vraiment orientée numérique, orientée secret des communications, pour qu'on voit qui explique, qui expliquera beaucoup mieux que moi que nos conversations, même si elles paraissent anodines, si des fois on échange juste des banalités sur WhatsApp, sur Signal, peu importe, bah juste pour l'émetteur, enfin pour l'opérateur du service de messagerie, pouvoir mettre un petit peu le nez dans ce qui transite, savoir qui parle à quelle fréquence, d'où provient géographiquement la communication. C'est des choses qui ont énormément de valeur et qui permettent de remonter assez rapidement à l'identification d'une personne, quand bien même on n'aurait pas accès au contenu du message. Hein. Tout ce qui transite autour peut permettre et suffire à identifier une personne, et donc c'est considéré comme des données personnelles. Alors maintenant qu'on a tout ça en tête, voilà, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est un petit peu de ça dont on va discuter aujourd'hui. Les données personnelles, ce que j'en parle depuis tout à l'heure, c'est pas juste vos noms et vos prénoms. En fait, c'est tout ce qui permet, que ce soit direct ou indirect, on va voir un petit peu ce que ça veut dire, d'identifier un individu. Ça peut être une adresse mail, même si elle n'est pas de la forme prénom.nom arobase fournisseur. Ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être un numéro de sécu, ça peut être vos coordonnées bancaires, elles sont toujours liées à vous. Ça peut être dans le cadre du travail, votre numéro d'employé, ça peut être votre numéro d'allocataire, un compte client, ça peut être votre plaque d'immatriculation. Et donc, il y a des cas, enfin, je vais parler de quelques cas que j'ai pu, ou qui ont été médiatisés, ou que j'ai pu voir, pour lesquels bah, il y a des données personnelles en jeu et où il n'aurait peut-être pas fallu faire les choses de la même façon. Typiquement, voilà, un cycliste qui filme son trajet en allant voilà, maison-travail le matin et qui publie sur n'importe quel réseau social une vidéo pour se plaindre du comportement de l'automobiliste sans flouter la plaque d'immatriculation. Alors, ça a longtemps fait débat, même si dans les faits, il n'y avait pas de débat. La CNIL a éclairci la chose cet été sur son site en disant que oui, bah oui, la plaque d'immatriculation, c'est une donnée personnelle parce que même si vous ou moi, on n'est pas capable de remonter à la personne qui est propriétaire de la voiture, d'autres le peuvent. Et donc, c'est une identification indirecte. Pareil, des choses qui sont produites, l'adresse de policier ou de gendarme qui se retrouve en accès libre sur Internet, ou voilà, des données qui pourraient être utilisées contre vous après un accident de voiture, par exemple, parce que vous auriez accepté de mettre, certains assureurs proposent ça parfois, euh, de mettre un boîtier qui enregistre un petit peu de comportement sur la route, ou parce que vous ou une voiture à côté, ou la personne avec laquelle vous êtes accidenté, utilise une dashcam dont la légalité pose question en France. Voilà, ça peut être, bah oui, on peut montrer que vous étiez en tort potentiellement, ou bah, comme ça a fait l'objet d'une grosse campagne là, la semaine dernière, Mozilla, donc la fondation qui est à l'origine notamment du navigateur Firefox, qui a publié une analyse d'un certain nombre de marques de fabricants de voitures, en listant un petit peu les données qui étaient enregistrées par chaque voiture et par chaque fabricant, y compris sur la route, et ça peut un petit peu faire froid dans le dos quand même. Savoir un petit peu que ces boîtes-là ont accès à énormément de données nous concernant. On peut juste essayer de vous tromper pour vous faire dépenser de l'argent, voilà, dans le cadre du phishing typiquement. Ça a fait l'objet d'un certain nombre d'articles dans la presse et dans les journaux télévisés la semaine dernière également. On pourrait par exemple vous refuser un appartement parce que vous êtes fiché comme mauvais payeur sur une liste que des propriétaires se partagent sur Facebook. Vous pourriez vous voir refuser une promotion parce que au travail, vos managers fichent alors qu'ils n'en ont pas forcément le droit ou la légitimité, les personnes qui ont fait grève ou qui sont affiliées à tel ou tel syndicat. Alors ça fait un peu Black Mirror ou Chine, mais voilà, attribuer une note sociale qui limite vos accès à des activités ou à certains commerces, c'est des choses qui parfois, y compris en France et dans certains contextes, sont envisagées et qui ne sont pas forcément souhaitables pour le coup. On a vu aussi le cas de personnes qui, voilà, quand on parle d'intelligence artificielle, il ne faut pas se leurrer, souvent c'est des humains derrière qui travaillent. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de fabricants d'assistants vocaux et d'enceintes connectées. On s'est rendu compte que c'était simplement des humains en fait, qui écoutaient les enregistrements pour entraîner cette machine, entre guillemets, et qui parfois bah, trouvent un enregistrement amusant et le publient sur Internet. Et puis bah, les cas un petit peu du pire scénario possible, un État qui exercerait une surveillance et un contrôle tellement poussé qu'on n'arriverait pas
sans potentiellement risquer sa vie à faire entendre sa voix et à s'exprimer librement, y compris quand on est en désaccord avec l'État. Ou bah, pourquoi pas, ça aussi ça s'est vu, un candidat qui manipule les élections pour être élu malgré un scrutin supposé démocratique, voilà, en utilisant des données personnelles pour mieux cibler des communications envers les personnes qui sont typiquement aux États-Unis, ce qu'on appelle les indécis. Euh, voilà, pour ça, ça sert à rien finalement de dépenser de l'argent pour convaincre des gens qui vont déjà voter pour nous ou qui sont déjà convaincus que vous êtes le pire candidat du monde. Autant s'adresser aux personnes qui ne sont pas encore décidées et en ayant suffisamment de données personnelles pour mieux les connaître et pour cibler des communications qui font que ça marche. Et maintenant, le pire scénario du monde, imaginez que toutes les données comme ça qui vous concernent, elles soient centralisées et que ce soit un seul et même acteur, qu'il soit privé ou étatique, peu importe, qui les possède et qui puisse en faire ce qu'il veut. Ça fait très Black Mirror, mais comme vous le dira Paul un petit peu après, même en France, on n'est pas passé loin de ça. Avant d'aller vers la suite, on va faire la même chose que tout à l'heure et on va vous poser quelques petites questions pour voir si vous avez juste suivi. Excellent. C'est bien le phishing, l'attaque la plus connue, même si les dénis de service, je vois qu'il y a quelqu'un qui a répondu ça. C'est quelque chose de très fréquent aussi, qu'on voit de plus en plus, mais donc le déni de service, juste en 30 secondes, c'est saturer un serveur de requêtes pour qu'il soit plus capable de répondre et que les personnes qui voudraient aller sur un site web de façon complètement légitime se retrouvent bloquées pour y aller. C'est une sorte de blocus de site web version Internet. Ça demande maintenant une puissance de calcul et de frappe assez forte. On les voit encore quand même. Euh, Sachant que la durée moyenne, d'après les dernières études sur le sujet, c'est des attaques qui durent en moyenne 6 minutes, parce qu'on arrive globalement à plutôt bien s'en protéger. Hop, question suivante. La plupart des attaques ciblent une entreprise précise. Donc, voilà, l'attaquant a bien une idée en tête quand il attaque une entreprise. Effectivement, c'est faux. Comme je le disais, la très très grosse majorité sont des attaques qu'on appelle opportunistes, c'est-à-dire je, je lance ma ligne de pêche et on attend de voir si ça mord. Autre vrai ou faux, un identifiant indirect, type numéro de sécu ou numéro d'employé, n'est pas considéré comme une donnée personnelle. Effectivement, c'est faux. C'est typiquement l'exemple de la plaque d'immatriculation que je donnais tout à l'heure. Nous, on ne l'a pas, mais il existe une table de correspondance, donc le SIV, le système d'information des véhicules, et auquel, même si on n'en a pas l'impression en tant que particulier, il y a quand même pas mal de monde qui y a accès. Et quand je dis pas mal de monde, c'est typiquement, bah, vous allez sur le site de Feu Vert ou de Nord Auto pour avoir des pièces pour votre voiture, vous rentrez votre immatriculation et il sait ce que vous avez comme voiture, c'est parce qu'il a accès à ce fameux fichier. Voilà, repassons à la présentation et je laisse la parole à Paula. Hop. Moi, je vais faire les trucs un peu théoriques. On s'est réparti la charge comme ça. Non, mais alors, le RGPD, du coup, je pense que tu peux passer à la suivante, Maxime. Ça va être, Et surtout, on ne vous l'a pas dit, mais vous nous interrompez quand vous le souhaitez, hein. Le but, c'est de discuter, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire du transmissible pur. Donc, en Peut-être, fait, voilà. ouais, vas-y, Nico. Du coup, il y a elle qui a une question. Je crois que c'était sur les plaques d'immatriculation. Du coup, tant qu'on était dessus juste avant, je sais pas si Oui, Maxime, tu peux répondre. Yes, j'étais en train de répondre à l'écrit, mais du coup je vais le faire à l'oral. Alors le fichier contient des noms, le fichier en lui-même contient tout. Par contre, heureusement, tous les acteurs qui y ont accès n'ont pas accès à tout le fichier. Et en l'occurrence, un feu vert, un Renault ou un Oscaro, ils ont accès que à la partie correspondance avec le modèle de véhicule, heureusement. alors, du coup, je pense qu'il manque quelques textes dans la slide. Ah, voilà, merci. L'histoire, c'est intéressant quand même de connaître l'origine de toute cette réglementation-là, parce que ça date d'il y a très longtemps. En 1970, en fait, on passe des cartes perforées aux bandes magnétiques et l'INSEE, qui entre autres distribue, vous savez, le numéro NIR,
qui est utilisé par la sécurité sociale pour vous identifier. L'INSEE se dit, bah, c'est le moment de regrouper toutes nos cartes perforées et puis on va centraliser tous ces numéros dans une base de données. Et puis alors, ça va être super parce que du coup, on va pouvoir interconnecter tous les fichiers de l'administration française. Et puis comme ça, on saura, bah, avec votre numéro de sécurité sociale, où vous en êtes des impôts, où vous êtes dans les fichiers de police, où vous êtes dans les services, dans les fichiers de la Sécu, etc. Donc, heureusement, il y a quelques fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont trouvé ça un peu. Je pense qu'il y avait toujours les réminiscences de l'après-guerre qui étaient présentes et les gens se sont dit, oh là là, on va se faire ficher. Si jamais ça tombe dans les mains d'un dictateur, on est mal. Donc, le 21 mars 1974, il y a un journaliste du Monde qui a été interpellé sur le sujet et qui a judicieusement intitulé son article Safari ou la chasse aux Français, parce que ce projet de base unique et de centralisation des données des citoyens français, c'était un projet qui s'appelait Safari, système automatisé pour les fichiers administratifs et répertoires des individus. Donc ça fait un tollé, l'opinion publique se rebelle, et le Premier ministre de l'époque suspend donc le projet. Et rapidement, hein, 8 jours après la parution de l'article, voilà, il lance une circulaire, il suspend le projet. Et dans le même temps, du coup, il décide de nommer une commission sur l'informatique et les libertés qui est chargé de proposer un cadre d'utilisation de l'informatique qui soit respectueux de la vie privée et des libertés individuelles. Bon, je ne sais pas si vous imaginez bien l'informatique des années 70, mais en tout cas, c'était très en avance de phase et on est parmi les premiers pays à avoir légiféré sur le sujet. Et la loi informatique et liberté avait comme grand principe beaucoup de choses communes avec le RGPD qui a été écrit en 2016. Donc voilà, donc la commission a rendu son rapport fin des années 75 et puis est sortie en France la loi informatique et liberté début 78. Alors depuis, quand même, pour que vous voyez un petit peu comment ça a évolué, donc en 78, il y a eu le projet Safari. Euh, je vois pas bien, c'est tout petit, hein. Vous voyez, vous? Ouais, ouais, nous on voit bien. Ah bon. Donc, quand on a sorti la loi informatique et liberté, c'est intéressant de savoir que vraiment, il n'y avait pas grand-chose au niveau mondial sur le sujet. Il y avait l'Allemagne en 71 qui avait un peu légiféré et la Suède en 73, mais voilà, on est sur le podium, trio de tête. Donc, le principe de base de la loi informatique et liberté, c'est l'informatique doit être au service de chaque citoyen et ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. Donc voilà. En même temps, bien sûr, ils ont nommé une autorité de contrôle qui était complètement indépendante et qu'on appelle donc la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui était chargée de réguler tout ce qui se passait autour de cette loi. En 95, on avance un petit peu. Il y a quand même eu une directive au niveau européen. Je ne sais pas si vous voyez, mais une directive, c'est simplement en gros, on demande à chaque État d'implémenter dans ses lois nationales quelque chose sur le sujet. Mais on n'impose pas une loi européenne. Contrairement au RGPD, qui lui est une loi européenne applicable directement dans l'ensemble des États membres. Il y a eu une petite réforme aussi de la loi informatique et liberté quand même en 2004, parce qu'en 2004, vous imaginez qu'entre 70 et 2004, la technologie avait beaucoup évolué, les usages aussi, l'avènement d'Internet, etc. Donc il a fallu rénover un petit peu la loi. En 2016, on a la loi pour la République numérique. Ça complète la loi informatique et liberté, ça renforce beaucoup le droit des personnes. Ça instaure le fait que chacun a le droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits sur ses propres données. Et puis enfin, donc en 2016, le RGPD sort et s'impose dans l'ensemble des États européens. Et bah, l'Union européenne demande à toutes les entreprises et tous les acteurs concernés par le RGPD d'être conformes en 2018.
Donc on a eu voilà, à peine 2 ans pour mettre en conformité l'ensemble de ce que les gens faisaient des données à caractère personnel. Euh, Tu peux, Max? J'adore avoir un assistant, c'est trop bien. Donc là, je vous ai fait un petit slide sur la CNIL parce que c'est quand même un acteur intéressant à connaître, n'est-ce pas, Maxime? Donc voilà, c'est une autorité administrative, hein, apparemment très indépendante. Elle veille donc à l'application de la loi informatique et liberté et puis du RGPD. La loi informatique et liberté, elle existe toujours en France. Elle complète ce que le RGPD n'a pas indiqué dedans ou elle donne des particularités liées à l'État français, quoi, à ce qui se passe sur notre territoire. Mais elle existe toujours. Je ne sais même plus laquelle c'est la 3, non, Maxime? Je ne sais plus. Ouf, par rapport au Bon, nombre de bref. fois où elle a été modifiée, non, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Bon, Mais oui, en tout c'est la cas, 3e ou 4e grosse voilà. révision. En tout cas, on est soumis au RGPD, puis pour des cas particuliers, on peut regarder jusqu'à la loi informatique et liberté qui complète certaines choses. Donc voilà, elle a des missions importantes, informer, réguler ce qui se passe, protéger les gens, contrôler les acteurs, donner des sanctions. Donc avec le RGPD, ce qui a été très transformant, c'est que la loi informatique et liberté, il n'y avait pas des sanctions mémorables. Avec le RGPD, on a vu arriver des sanctions financières ou pénales assez conséquentes. Et du coup, bon, les acteurs ont été un petit peu obligés de suivre le pas. Et puis, la CNIL, elle anticipe aussi sur les évolutions technologiques, pour faire des retours, pour éventuellement faire évoluer les lois. Donc, je vous ai mis le budget de la CNIL et les personnels, le nombre d'agents. Et vous voyez le pic en 2018 à la sortie du RGPD. Là, d'un coup, le, la CNIL a été submergée de travail. Donc, d'ailleurs, le principe a un peu changé. La loi informatique et liberté, en fait, la CNIL régissait un peu tout. On devait leur demander leur avis, on devait leur demander des autorisations pour faire les choses. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorisation. Aujourd'hui, le RGPD, c'est vraiment un règlement qui responsabilise les acteurs. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes responsable de ce que vous faites. Par contre, si on vous fait un contrôle, il faut que vous nous prouviez que vous avez fait ce qu'il fallait pour être conforme. Alors qu'avant, voilà. Donc moi, j'ai toujours des gens dans le boulot qui me disent comment je fais pour demander l'autorisation pour faire ça? Donc non, il n'y a plus d'autorisation à demander à la CNIL, sauf cas très particulier. Mais en tout cas, voilà, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous faites et c'est vous qui documentez ce que vous faites pour pouvoir, le jour J, en cas de contrôle, prouver que vous avez respecté la loi. Donc voilà, donc j'avais fait un slide, il manque du texte, je crois, en dessous, si tu fais un petit clic. Voilà. Donc juste pour remettre le contexte, hein, le RGPD, il est venu parce que grosse évolution technologique, des lois un peu vieillissantes, surtout un déploiement à grande échelle des usages du numérique. J'ai mis un S à numérique. Vous voyez bien qu'en 2016, les usages étaient hallucinants, on commençait le big data, etc. Donc il fallait vraiment légiférer. Les individus ont pris conscience de ce qui se passait avec leurs données. Et puis, c'était le moment pour harmoniser un petit peu ce qui se faisait dans tous les États de l'Union européenne. Je vous ai mis là un petit lien vers une vidéo qui s'appelle Démocratie, la ruée vers les data. Donc, c'est un film d'Arte qui suit les gens qui ont légiféré et qui ont écrit le RGPD et qui explique un peu ce dilemme qu'ils avaient à l'époque. Je vous ai mis entre guillemets une citation d'une personne dans le film qui dit voilà, on était sans arrêt en train de faire la balance entre protéger le droit des personnes et pour autant ne pas empêcher le développement économique florissant de la donnée qui était en plein boom à ce moment-là. Donc, si ça vous intéresse, bon, il est assez long le film, mais c'est vraiment intéressant de voir toutes les questions qu'ils ont dû se poser. Je regarde la réponse de Maxime. Il y a une grosse question. Bon, est-ce que tu peux passer, Maxime, du coup? Alors, je l'ai mis au mauvais endroit, ce slide. On va faire deux, trois définitions avant. Passe le slide, tu veux bien? Merci. Alors, vas-y. Donc, juste pour bien comprendre ce qu'on va dire après, il y a quand même quelques définitions incontournables.
Une donnée à caractère personnel dans le RGPD, donc Maxime en a déjà parlé un peu, c'est une information qui est relative à une personne physique, donc ça, les personnes morales ne sont pas concernées, qui est identifiée ou qui est susceptible de l'être directement ou indirectement. Donc, comme on l'a vu, un numéro d'immatriculation, on n'identifie pas directement une personne. Par contre, indirectement, en croisant une autre base, on peut le faire. Et aussi en croisant des données ou en recoupant des informations. Si je dis, je sais pas, si je parle d'une personne et que je parle je sais pas ce que je pourrais vous donner comme exemple, mais si je suis devant une classe et que je dis l'étudiante du deuxième rang qui a un gilet rouge, j'ai donné le nom de personne, j'ai parlé que de choses hyper anodines, de gilet, de place, mais on sait qui c'est. Et donc, à partir du moment où vous êtes capable d'identifier la personne en regroupant des informations, vous êtes sur des données à caractère personnel. C'est pas juste votre nom et votre prénom. Et puis, on parle souvent aussi dans la loi de traitement de données. Et un traitement de données, c'est toutes les opérations sur les données, quel que soit le procédé. Donc, la loi donne une liste de choses, la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup. Mais aussi juste, ou même la simple consultation, quand vous consultez des données, vous opérez un traitement de données à caractère personnel. Quand vous communiquez des données, quand vous transmettez des données, même si vous ne les avez pas vous-même collectées, vous êtes responsable de ce que vous en faites. Je te laisse passer à la suite. Et on finit sur deux, trois éléments importants de compréhension du RGPD. Le domaine d'application, ça veut dire à quel moment je suis concernée par cette loi. Je suis concernée par le RGPD quand je réponds à ces critères que je vous ai mis sur le slide et qui sont cumulatifs. Si je fais un traitement automatisé ou un fichier, donc un fichier au sens de la loi, c'est un ensemble de données qui sont organisées. Donc forcément, si c'est numérique, c'est forcément un fichier, puisque on peut faire des recherches et faciliter, donc c'est organisé, puisqu'on peut en faciliter la recherche. Par contre, sachez que des documents papier sont aussi considérés comme des fichiers à partir du moment où les données en sont organisées. Donc moi, je suis allée en formation à la CNIL, on m'a donné un exemple qui est hyper parlant. Je rentre de conf, j'ai plein de cartes de visite de gens qui m'ont échangé leurs informations personnelles. Je rentre à mon bureau, j'ouvre mon tiroir, je jette les cartes de visite dedans, je referme. Je n'ai pas un fichier de données à caractère personnel parce que c'est le bordel. Par contre, j'ai un petit truc en rouleur là sur mon bureau où je peux les ranger par ordre alphabétique. Et ben, ces cartes de visite deviennent un fichier de données à caractère personnel parce qu'elles sont triées et parce que j'en facilite l'accès. Donc ça, c'est une notion un peu... Bon, alors, je vous rassure, si déjà au niveau numérique, vous êtes d'équerre, ça sera déjà super. Et puis ensuite, donc voilà, je suis concernée par le RGPD quand je fais un traitement ou quand j'ai un fichier, quand j'ai des données à caractère personnel, bien entendu. Je dis bien entendu parce que souvent, quand les gens sortent de la formation, moi j'en fais souvent pour le personnel de l'établissement, dès qu'ils font le moins de traitement, ils viennent me voir. Parfois, il n'y a même pas de données à caractère personnel. Donc, s'il n'y a pas moyen d'identifier les personnes, c'est bon, vous êtes pas concerné par le RGPD. Et puis, il faut que ce soit dans un cadre professionnel ou associatif. Et le RGPD s'applique si l'organisme est établi sur le territoire européen ou s'il a recours à des moyens de traitement qui sont sur le territoire européen, donc une entreprise américaine qui utilise des serveurs en Europe, elle est soumise au RGPD, ou alors, et là c'est beaucoup plus large, si on cible des résidents en Europe. C'est même pas que des citoyens européens, c'est des résidents européens. Donc en fait, une entreprise, je sais pas, une entreprise américaine qui utilise des serveurs en Corée, mais qui traite des données de citoyens européens, est soumise au RGPD. Est-ce que ça va? Ouais, ok. Et le dernier concept important à savoir, c'est que il y a ce qu'on appelle un responsable de traitement. Donc le responsable de traitement, c'est lui qui décide de mettre en place le traitement et qui en détermine les finalités et les moyens. Donc dans une entreprise, ça va être le chef d'entreprise
dans une asso, c'est le président. Donc c'est lui qui est responsable pénalement, financièrement, légalement de ce traitement. Et il est garant du coup qu'on respecte bien le RGPD. Donc Nicolas, si tu as bien entendu, c'est toi le responsable de tout ce qui se passe à UTT Alumni. Le message était passé, merci. Et donc, il y a une notion qui est importante aussi, c'est que souvent on fait appel à des sous-traitants. Donc, c'est le même terme qu'on utilise en milieu professionnel. Un sous-traitement, c'est quelqu'un qui va traiter des données, mais pour le compte d'un responsable de traitement. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple, à l'UTT, on va faire appel à une entreprise pour faire du mailing. Donc, en fait, on va lui donner des données à caractère personnel qui sont collectées par l'établissement pour que cette entreprise opère un mailing pour nous. Ou voilà, une boîte de com ou n'importe quoi. Donc là, il est un sous-traitant. Le RGPD est très clair sur le sujet. Le responsable de traitement est responsable du respect du RGPD. Euh, Par contre, le sous-traitant doit agir sur les conditions fixées du coup par le responsable de traitement. C'est pour ça que je vous ai mis le petit truc, le petit bandeau bleu. Il y a sur le site de la CNIL des exemples de clauses contractuelles type. Ça veut dire que forcément, il est impératif, quand vous travaillez avec des sous-traitants, d'encadrer avec un contrat lié à la protection des données personnelles toutes les actions de vos sous-traitants. Parce que du coup, ça veut dire que si le sous-traitant, à un moment, il bug, il partage les données, ou il est victime d'une attaque, il n'a pas assez sécurisé, ou peu importe, bah, vous allez pouvoir vous retourner vers le sous-traitant qui n'a pas respecté le contrat que vous avez signé avec lui. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il y a des clauses contractuelles type sur le site de la CNIL si vous en avez besoin. Vous avez juste à remplir les trous et à faire signer à votre sous-traitant le document. Donc, je vois des questions. Maxime, tu réponds aux questions en live? J'essaye. Bah, vous voulez le faire à l'oral, comme ça tout le monde en profite? Ouais, j'ai peut-être à l'oral pour les garder dans l'enregistrement Ouais. seulement. Du coup, on avait dans l'ordre, je crois que c'est Lou qui avait commencé avec j'ai du mal à voir comment Oui, il peut il y y en avait avoir. une avant. Il y en avait une avant. C'est celle qu'on garde pour la fin, on avait dit celle-ci. Non, par rapport aux moyens de traitement, place de traitement en Europe. Ah, je ne comprends pas la question. C'est pour savoir, tiens, je la comprends quand même, de savoir Ah, s'il y a eu et s'il est possible de se plaindre si on est un citoyen non européen, mais qu'on a des données traitées par une entreprise européenne. C'est bien ça? non, ce que tu veux dire, c'est quel moyen de pression on a sur les entreprises étrangères, sur des sols étrangers. C'est ça? Alors, si seul le traitement est en UE, c'est-à-dire que l'entreprise ne serait pas européenne non plus, mais qu'elle a recours à un sous-traitant qui serait... Ouais, donc s'il y a un moyen de traitement qui est dans le Oui. sol, qui est sur le sol de l'Union européenne, Bah on peut alors, quand même se plaindre. et pour répondre à la question de Lou, sur le site de la CNIL, il y a un endroit où il y a toutes les dernières sanctions et ça a été pas mal médiatisé, mais la CNIL a sanctionné Facebook, d'autres entreprises américaines avec des sommes qui nous paraissent colossales, mais qui pour eux sont anodines, je pense. Mais en tout cas, oui, il y a des sanctions qui sont données à des entreprises étrangères. Et on a la question En de sachant Jean. que malheureusement, pour compléter la réponse, enfin malheureusement ou pas, on peut aussi complètement sanctionner l'entreprise qui a recours au service d'une entreprise qui ne serait pas sur le sol européen et avec laquelle on n'aurait pas le droit de partager des données. Ça arrive aussi. Oui, si C'est tu... typiquement ce qui s'est passé avec Google Analytics à de multiples reprises euh, pour tous les sites web en France qui utilisaient cet outil-là. Hmm. Là, la CNIL, il y a peu de temps, c'était quand l'année dernière, 2021, je sais plus, a bien indiqué que Google Analytics était interdit en France. Alors que, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de sites qui utilisent ça, parce que bah, voilà, les données transitent vers les États-Unis et vers Google.
Dans le cadre de votre métier de DPO, à quel moment intervenez-vous auprès des responsables de traitement et avez-vous un rôle de conseil ou de contrôle? C'est une bonne question. Alors, le DPO, il est censé avoir une indépendance totale dans son action, parce qu'il va falloir que je puisse faire des préconisations, etc. J'ai pas de responsabilité légale. Par contre, j'ai un rôle de conseil, ça c'est sûr, auprès du responsable de traitement. Donc, en fait, j'ai des rendez-vous réguliers avec la direction. J'ai monté à l'UTT un comité de pilotage où on est une quinzaine et je leur rends compte de mon activité. On évalue ensemble les priorités. Et donc, dans mon activité, il y a du conseil à la direction, il y a de l'audit sur le système d'information, il y a du conseil au personnel, il y a du conseil aux usagers. Voilà, il y a tout ça. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de dire, bah, attention, là, vous ne devriez pas faire ça, ou ça, il y a plutôt une autre manière de faire qui serait plus sécure, et voilà. Alors, quand on me remonte le sujet, parce que tout le monde ne remonte pas toujours le sujet, mais voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Jean? Ça répond très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Euh, Par rapport aux moyens de traitement, tu as répondu à qui peut se plaindre, ça c'est fait? Oui, bah globalement, n'importe qui, si on a conscience que les données sont traitées nous concernant, même si on n'est pas européen, par une entreprise qui serait sur le sol européen ou qui serait même pas européenne et qui aurait recours à des serveurs ou autres en Europe, on peut tous déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données, donc la CNIL entre guillemets, mais version locale, de n'importe lequel des pays dans lequel l'entreprise travaille. Hmm. Ok, Et bon, ça arrive. On peut même il y a même des coordinations qui se font entre autorités de contrôle en Europe en désignant une autorité chef de file pour, euh, pour arriver à voir un petit peu où ça en est et laquelle va se charger de contrôler et de potentiellement sanctionner pour l'intégralité des pays dans lesquels l'entreprise opère. ah, j'ai une autre question qui vient d'apparaître. Avez-vous des personnes qui, weaponisent, utilisent la loi pour harceler des sites? Oui. Alors, bah, euh, on a aussi l'instrumentalisation du RGPD. Moi, ça m'est arrivé à l'UTT. Des fois, on a des gens qui sont pas d'accord avec l'employeur ou qui sont pas et qui bah, posent des plaintes à la CNIL pour se venger d'autre chose, quoi, aussi. C'est ça la question? Alors, il y en a plein, mais dans la question, il y a plein de questions dans la question, Ouais, il mais y a plein de ouais. questions dans la question. Euh, alors oui, la CNIL se fait un petit peu submerger parfois de plaintes pour un même motif, notamment l'utilisation de Google Analytics, où les plaintes ont été déposées par certaines associations par centaines, typiquement, et où ça prend du temps, et je suis pas sûr que ça rende service à tout le monde d'engorger l'administration avec des plaintes quasi identiques mot à mot. Euh, donc oui, oui, les plaintes sont traitées dans l'ordre, et même si envoyer un mail de rappel, ça prend pas beaucoup de temps, faut quand même le faire. Donc oui, des plaintes potentiellement plus graves se retrouvent un petit peu mises à la file. Et oui, on a aussi, comme le dit, laissé entendre Paula, euh, des plaintes qui sont déposées envers des entreprises pour déclencher des investigations de la part de la CNIL, juste pour faire pression sur l'employeur. Ça arrive beaucoup. Et à l'époque où je travaillais au service des contrôles, euh, quand on se déplaçait sur plainte, on va dire qu'en gros, une sur deux était infondée, était là parce qu'il y avait un conflit qui existait préalablement et que la CNIL était utilisée comme un moyen de pression. Et je me souviendrai Mm. toujours d'un employeur qui, en nous voyant arriver, nous a dit: «Ah oui, non, bah, ouais, j'avais pas pensé à vous, j'ai eu l'URSSAF, j'ai eu la Sécu, j'ai eu la gendarmerie, j'ai eu tout le monde, vous, j'avais pas pensé.» Et parce qu'il était en conflit avec une salariée et qu'elle utilisait tout ce qu'elle pouvait pour l'ennuyer, quoi. Ouais. Bon alors, on fait une petite compète pour voir si tout le monde a tout compris. Et là, je vous rappelle, c'est le plus rapide, donc je ne lis pas. Plusieurs réponses possibles parfois, hein. Alors,
Voilà, est-ce que vous avez répondu? Ah, il y a quand même une personne qui pense que c'est pour occuper les gens de la CNIL, qui n'avaient pas assez de boulot. Donc, en fait, toutes les réponses étaient bonnes, sauf occuper les agents de la CNIL. Donc, voilà. Ah, c'est ce que je vous ai dit, hein, harmoniser les règlements, mettre à jour des lois obsolètes, anticiper les usages du numérique et suivre les évolutions technologiques. Question suivante. Alors, je suis désolée, du coup, je le précise, bah, j'ai beaucoup d'exemples sur le contexte UTT. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Donc, bah, la majorité a raison. Donc, à chaque fois, c'est toujours le président, le directeur général, le PDG qui est responsable de tous les traitements qui sont opérés dans une organisation. Et même si c'est le responsable du service ou un directeur de service qui initie un projet, le directeur est censé être au courant et avoir donné son aval. Mais je vous ai pas montré le classement, je vais vous montrer le classement. Donc, alors, je vais commencer par le bas parce que c'est plus simple. L'adresse postale de ma famille, bah oui, c'est identifiant parce qu'on est peu nombreux aussi dans le foyer, etc. La plaque d'immatriculation, mais je vais vous mettre, bah, pardon. L'adresse postale de ma famille, je l'avais mis comme exemple non identifiant parce qu'on est plusieurs à vivre dans la maison et si on n'a que cette info-là, ça n'identifie pas tout de suite une personne. Ça identifie une famille. Donc, si on est au sens de la loi stricto sensu, juste une adresse postale, si plusieurs personnes vivent dedans, c'est pas identifiant directement. La plaque d'immatriculation, je l'avais mise comme identifiante et je viens d'apprendre, parce que j'ai acheté une nouvelle voiture, que maintenant on peut mettre deux personnes sur la carte grise. Donc, c'est à prendre. Donc, l'adresse d'une entreprise, ce n'est pas identifiant. Alors, sauf, vous allez me dire, si je suis auto-entrepreneur et que je suis tout seul chez moi. OK. Bon, une empreinte digitale, on voit bien que c'est directement lié à une personne. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais sur les données à caractère personnel, il y a un ensemble de données qui sont dites sensibles et dont la liste est bien précise et pour lesquelles il y a des conditions de sécurité, d'utilisation, etc., qui sont encore plus drastiques. Et notamment, tout ce qui est biométrie, c'est très, très régulé. Et puis, alors, l'adresse IP, c'est intéressant comme... bah, c'est bien, vous avez presque tous mis l'adresse IP. Ça a été de longs débats à un moment. Et puis, finalement, la CNIL a fini par dire, si, si, l'adresse IP, c'est une donnée identifiante. Même si on sait qu'on n'a pas, des fois, on a une adresse IP qui nous identifie pas directement, mais en tout cas, je sais pas si Max, tu veux rajouter quelque chose sur la question de l'adresse IP, mais Disons que dans les contextes dans lesquels elle est collectée, c'est souvent une partie de beaucoup de données qui sont collectées liées à votre navigation. Et c'est souvent parce que vous vous êtes connecté à un compte que vous avez créé quelque part, ou il y a toujours un moyen de dire c'était telle personne qui était derrière et pas juste une adresse, un foyer. ouais, sans compter que souvent avec l'adresse IP, on sait la config de votre matériel, le navigateur que vous utilisez, les sites que vous avez dans vos favoris, les cookies, etc. Donc du coup, bon, c'est pour ça que ça a été. Ben, c'est ça, c'est pas juste, comme le dit Jean-Baptiste, un problème de groupement. Voilà, on désigne un foyer dans lequel vivrait une famille, et donc on ne désigne pas une personne, c'est qu'elle est rarement prise toute seule, elle est rarement traitée toute seule, et c'est souvent au milieu d'autres infos qui font que, ne serait-ce que s'il y a un morceau de votre historique de navigation, on arrive très souvent à savoir quelle personne du foyer est derrière le navigateur à ce moment-là. Hmm. Donc par précaution, même si ce n'est pas toujours vrai, la CNIL estime que c'est une donnée à caractère personnel. Alors, on va regarder quand même. Donc, nous avons les trois premiers, que des pseudos, hein. Ah, il y a des. Donc, on a deux premiers égalités. Donc, guitare et ADT. Hop, bravo. Est-ce que ça a changé notre classement? Ah oui, ça que ça a répondu très très vite. Donc, parmi ces données, laquelle n'est pas identifiante? Alors, la question c'était laquelle? Donc, en fait, vous vous souvenez, bah, un DPO, en général, il n'y en a qu'un
dans un organisme. Donc, en l'occurrence, c'était moi jusque-là. Donc, quand vous écrivez à DPO, vous savez que vous m'écrivez à moi, alors que dans le service informatique, il y a plusieurs personnes. Donc, voilà. Ah, donc là, on a un dilemme, apparemment. Est-ce que ceux que, est-ce que ceux qui ont dit oui peuvent nous dire pourquoi ou ceux qui ont dit non, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? C'est plus sympa, plutôt que je vous donne la Ouais. réponse. Il me semble qu'on avait dit que les personnalités morales n'étaient pas concernées. Bravo, Lou. Oui. Bravo. Lou a suivi. Exactement. Donc, on s'en fiche en fait d'avoir une liste d'université, hein. C'est pas une personne physique. Donc, on n'est pas concerné. Ah, bien. Vous avez suivi. Donc, oui, même papier. Alors, à la DRH, ils mettent pas tout en vrac dans le tiroir quand même. Ils trient par ordre alphabétique. Chacun a son dossier. Donc, effectivement, c'est soumis au RGPD. Vous voulez voir où vous en êtes? Ah, Sox a remonté les Ex aequo, talons ça va. ex aequo avec JB. Ne lâchez rien, hein, ça se joue à peu de choses, hein. Il reste 3 questions. Est-ce que mon répertoire de contact personnel est soumis au règlement? Ah, voilà, vous êtes plus... Quelqu'un veut répondre? Le règlement est soumis que aux professionnels. Oui, c'est ça. En fait, dans un contexte perso, alors ça, je sais pas si moi je trouve ça un peu bizarre. Max, t'en penses quoi? Moi, je me dis quelqu'un qui se fait une base de données gigantesque chez lui. Ah oui, ça c'est bizarre. Et puis comme le fait que peut-être qu'on a des contacts qui utilisent, je sais pas, Google Contact par exemple pour gérer leur numéro de téléphone et adresse mail sur leur téléphone. Et bah oui, ça veut dire que si vous leur donnez votre numéro de téléphone, il est partagé à Google tout de suite et que peut-être elle utilise une appli un peu particulière pour, par exemple, Hmm, pour bloquer les appels de démarchage et que du coup, bah, c'est quelqu'un d'autre qui récupère votre numéro, plus toutes les applis de son téléphone qui ont accès à la hmm. liste de contacts, etc. Et que oui, en tant que particulier, on n'a peut-être pas envie que ça se produise et pourtant, il n'y a pas de cadre. Voilà. Il n'y a pas de cadre du tout. Et après, voilà, c'est à chacun de. Moi, je dis souvent, essayez de vous demander si vous aimeriez qu'on le fasse avec vos données. Et puis, voilà, c'est la responsabilité de chacun. Même si Alors, la recherche d'alternatives n'est pas simple. avant-dernière question. Parfait. Donc ça, vous l'avez bien compris, parce que moi, ça m'est arrivé au boulot qu'on me dise ah bah c'est bon, c'est juste un fichier Excel sur mon poste. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'environnement numérique de son entreprise qu'on n'est pas soumis. Donc parfait. Alors avant la dernière question, on va regarder le classement quand même. Mais je veux pas tuer les espoirs de certains, mais ok, JB Sox et Guitare se talonnent. Dernière question, même si vu comme ma question est tournée, je pense que ça induit un peu votre réponse, j'espère. Ah, donc il y a une personne qui dit oui, 7 qui disent non et 4 qui disent je ne suis pas sûre. Donc en fait, si j'ai une liste complète de tous les étudiants de l'UTT avec leurs données, si je retire le nom et le prénom, ça ne suffit pas à anonymiser. Vous imaginez bien que par exemple, si j'ai la liste d'une classe, que je retire les noms et prénoms, mais qu'il me reste les dates et lieux de naissance, euh, je lisais le message de Nico en même temps. S'il me reste les dates et lieux de naissance, s'il me reste l'adresse des parents, s'il me reste le lycée dans lequel il a eu son bac, enfin même avant tout ça, rien qu'avec les dates et lieux de naissance, en général, on est capable de remonter à une personne. Donc ça ne suffit pas. L'anonymisation, c'est un gros travail et c'est assez complexe pour être sûr de vraiment anonymiser un contenu. Donc voilà. Alors, qui est notre vainqueur? Franchement, on aurait été en présentiel, Sox aurait eu droit à une petite bière de récompense, mais Allez! c'est qui Sox? Alors, on repasse à la suite du coup pour qu'on garde un peu de temps après pour les échanges parce que finalement, ça. Alors, je vous explique les grands principes du coup suite à ça. Maintenant,
on sait bien les objets, les définitions, on sait dans quel cadre on est concerné. Donc en fait, le RGPD, c'est 7 grands principes. Je vais vous passer en revue rapidement les 7 grands principes qui disent un petit peu le cadre de ce que vous avez le droit de faire ou de pas faire à partir du moment où vous êtes concerné par le RGPD dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel. Donc le premier principe, c'est la licéité du traitement. Alors, la licéité du traitement, tu vérifieras. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de se dire bah, dans quel cadre légal je suis pour opérer ce traitement. Alors, ça sert essentiellement, ça sert à d'autres choses, mais notamment vont découler de votre cadre légal, vont découler les droits des personnes concernées, des personnes dont vous traitez les données. Donc, du coup, il va falloir être vigilant à ça. Donc, il y a 4 cas typiques. Vous êtes dans l'exécution d'un contrat. Donc, je ne sais pas, vous souscrivez une police d'assurance. Bah, bien entendu que l'assurance va traiter vos données. Il y a le respect d'une obligation légale. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre loi qui vous impose de traiter les données. Donc, par exemple, dans le respect d'une obligation légale, vous n'avez pas le droit de vous opposer au traitement de vos données. Un exemple tout bête, je ne sais pas, vous n'avez pas le droit de vous opposer à figurer dans la base de données des impôts. C'est une obligation légale. Ou vous ne pouvez pas vous opposer à ce que votre employeur traite vos données personnelles, parce qu'il faut qu'il émette un contrat de travail et qu'il vous rémunère. Donc, c'est aussi le respect d'une obligation légale dans les textes de droit du travail. Il y a un cas de mission d'intérêt public et de sauvegarde des intérêts vitaux de la personne. Donc là, je pense que c'est assez explicite hein, quand on est dans un cas de, d'urgence vitale, on peut traiter les données des gens. Et mission d'intérêt public, c'est le secteur public qui a le droit d'être sous cette base légale-là. La dernière de la liste à puces est un peu complexe. Intérêt légitime du responsable de traitement, c'est en gros, vous avez fait une analyse, vous avez pesé le pour et le contre, et les bénéfices que vous avez à traiter ces données sont supérieurs aux risques pour les personnes concernées. Donc, je ne sais pas, je vous donne un exemple qui est courant dans les universités. C'est par exemple, on n'a pas demandé l'autorisation aux étudiants pour les mettre dans le trombinoscope. Bon, maintenant, on a réglé ça, on l'a fait depuis, mais à l'époque, on ne le faisait pas. On peut arguer de l'intérêt légitime qu'on a à avoir un trombinoscope des étudiants pour pouvoir les suivre individuellement, les identifier, etc. Donc, voilà, les risques pour les étudiants sont moindres par rapport aux bénéfices qu'on a à mettre en place ce trombinoscope. Mais ça, il faut pouvoir le prouver, il faut faire une vraie analyse, en fait. Et donc, si vous n'êtes pas dans ces 4 cas-là, vous devez demander le consentement de la personne concernée, forcément. Alors, le consentement, c'est pas toujours la case à cocher, c'est pas toujours un. Quand, par exemple, je soumets un formulaire, le fait que j'ai rempli moi le formulaire et que j'ai cliqué sur envoyer, c'est un consentement. D'accord? Donc, suivant, vous m'interrompez hein, si. Donc, premièrement, dans quel cadre légal je suis? Deuxièmement, quels sont les objectifs que je poursuis avec ce traitement? Pourquoi j'ai besoin de ces données à caractère personnel? Et ça, il faut être très clair sur le but qu'on poursuit, parce que de là vont découler pas mal de choses. Notamment, après, il y a un autre principe qui est le principe de minimisation qui dit on prend que les données utiles au regard de la finalité. Donc là, c'est intéressant même avant de lancer le traitement de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ces données? Parfois, ça m'est arrivé dans le cadre du boulot de gens qui viennent me voir en me disant bah, je voudrais, notamment, j'avais un chercheur qui analysait du trafic sur un réseau, etc. Et il collectait des adresses IP, il collectait. Et au final, après avoir discuté avec lui, je lui ai dit, mais tu n'en as pas besoin de ces adresses IP. Les données que tu as à côté suffisent. Donc, en fait, on a éliminé l'ensemble des données à caractère personnel pour être sûr de n'identifier personne. Et du coup, on sortait carrément du cadre du RGPD. Donc, c'est intéressant de se poser la question. Donc, l'usage, la loi dit qu'il doit être déterminé et légitime, qu'il doit correspondre aux missions et aux activités de l'organisation. Et il y a dans la loi ce qu'on appelle le détournement de finalité. On ne réutilise pas les données qu'on a collectées pour une finalité pour les utiliser pour autre chose.
Donc demain, si la DRH de l'UTT me dit je vais utiliser la liste des personnels pour leur faire des propositions commerciales, c'est du détournement de finalité. Ils n'ont pas le droit d'utiliser la base des salariés pour faire de la prospection commerciale. Donc, une fois que vous avez déterminé la finalité de votre traitement, le troisième principe qui est important, c'est celui de minimiser les données. En général, on a tendance à prendre des tas de données qui ne sont pas utiles à l'objectif qu'on poursuit. Et ça, c'est récurrent, notamment si vous utilisez des outils. Je ne sais pas, par exemple, je vois régulièrement des CRM. Vous voyez ce que c'est, des CRM? Vous êtes tous Easy ou RT, donc ça va, vous voyez tous. Euh, je vois souvent des gens qui utilisent des CRM avec des formulaires à rallonge où il y a 20 champs sur les gens. Et en fait, ils remplissent les 20 champs parce qu'il y a 20 champs, donc on va remplir les 20 champs, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de toutes ces données-là. Donc là, ce qui est important, c'est que le RGPD dit, bah voilà, on doit évaluer la pertinence des données. Et c'est pour ça que j'ai mis et même le besoin réel. Parfois, on se rend compte, ah bah en fait, ça, j'en ai pas besoin, ça non plus, je peux avoir que des données anonymes. Et puis, on reste toujours proportionnel à la finalité qu'on poursuit. Donc, je ne sais pas, vous organisez un voyage ou vous remplissez un ordre de mission pour partir. euh, Votre employeur n'a pas besoin de votre numéro de sécu quand vous partez en mission par exemple. C'est une donnée qui n'est pas utile. Alors moi, régulièrement, quand on me propose une carte de fidélité dans un magasin et qu'on me demande mon adresse postale, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, je leur dis, en fait, un moyen de contact, ça vous suffit. Donc, je vous donne mon adresse mail qui est prévue pour ça. Et puis, je ne donne pas le reste. Mais voilà, on se pose rarement la question. Et moi, j'ai souvent la réponse que la CNIL n'aime pas du tout entendre, à mon avis. Tu confirmeras, Max, mais moi, souvent, on me répond, non, mais ça, on le garde au cas où. Donc, pas au cas où, en fait. C'est soit vous savez ce que vous voulez en faire et c'est utile à votre finalité, soit vous n'en avez pas besoin. C'était un des objectifs clairement établis du RGPD, c'était de mettre fin au je garde ça au cas où, peut-être un jour j'en aurai besoin. Mm. Et puis, juste pour info, j'ai mis en dessous quelques éléments de la loi. La collecte doit être loyale. Donc ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. C'est, ça va, hein, cette adresse mail, elle était disponible sur Internet. J'ai le droit de la mettre dans ma base. Bah non, en fait, une collecte loyale, ça veut dire que les gens sont au courant que vous collectez leurs données. Donc en fait, une adresse mail sur Internet, vous pouvez l'utiliser pour envoyer un mail à la personne. Vous pouvez pas l'utiliser pour compiler un ensemble d'adresses mail. Vous voyez bien le scrapping de données là, et puis vous faire une base de prospects. Donc c'est pas une. C'est bon, je l'ai acheté sur le dark web. Ah bon. T'as acheté quoi sur le dark web, Nicolas? La base d'alumni. Ah, d'accord. On rigole, mais c'est quelque chose que j'entends, alors pas chez les black markets, mais chez des entreprises que je conseille, j'entends ça régulièrement. Bah ouais, mais il y a eu des fuites de données, c'est des données qui sont publiques, du coup j'ai le droit de les réutiliser moi pour faire des trucs, alors que non, pas du tout en fait. Parce que ça a beau être public, il faut quand même se poser la question du contexte dans lequel ça a été rendu public et de est-ce que j'ai vraiment le droit de récupérer ces données-là. Donc voilà, on peut passer à la suite. Donc vous voyez que si on fait synthétique, ça fait pas mal de choses, mais donc là, c'est le principe qui, à mon avis, est le plus compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Max, mais moi, je vois bien à l'UTT, on a du mal à. Normalement, une fois que votre objectif, l'objectif que vous poursuivez, il est atteint, normalement, vous ne devriez plus avoir lieu de conserver vos données. Alors, c'est assez facile quand c'est un objectif à court terme, même si, donc par exemple, je ne sais pas, j'organise un séminaire, les gens s'inscrivent. Bon, a priori, une fois que le séminaire est terminé, que j'ai fini de communiquer avec les gens, si c'est un séminaire très ponctuel qui n'est pas annualisé, a priori, je n'ai pas à garder les données à caractère personnel des gens. Et ce qui est très compliqué, donc vous voyez bien dans les entreprises comment ça se passe, hein, on garde tout. Je pense que vous êtes tous dans ce cas-là aussi, on garde beaucoup de choses, même sur notre PC perso, hein. Moi, j'ai encore des trucs. Je suis à l'UTT depuis 2003, j'ai encore des mails de 2003, hein. Je ne sais pas à quoi ça me sert, mais voilà. Euh, ce qui est compliqué aussi, c'est que cette durée de conservation, vous devez l'établir
avant de lancer la collecte de données. C'est-à-dire que vous devez, dès le départ, dire, bon, bah voilà, et informer les gens de ça. On collecte vos données. Euh, je vois la question en même temps de Fatimatou. Non, la dernière phrase répond à la question. J'y viens juste après. Donc, vous devriez, dès le départ, vous mettez en place le traitement et vous déterminez combien de temps vous allez garder ces données. Et il faut donner une durée. Alors, il y a aussi tout ce qui est loi patrimoine, archivage, etc., qui donne des informations sur certains types de documents. On sait que des documents comptables, ça doit être gardé un certain temps. On sait que des documents RH, ça doit être gardé un certain temps. Voilà, donc faut se rapprocher. Le travail de conformité au RGPD, c'est un travail d'équipe, hein. Moi, je travaille avec le RSSI, je travaille avec l'archiviste. Voilà. Donc, durée de conservation, c'est assez compliqué. Et durée de conservation, c'est en fonction aussi du type de données. Par exemple, les données des étudiants à l'UTT, vos données de diplomation, la durée légale, c'est 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on considère que 50 ans, c'est à peu près la durée d'une carrière dans lesquelles vous pourriez avoir besoin qu'on vous ressorte votre diplôme ou qu'on vous ressorte vos données pédagogiques. Euh, ouais, avant la retraite. Et par contre, euh, ce qui est très compliqué, c'est que les systèmes ne sont pas faits pour distinguer chacune des données. On devrait, quand vous sortez de l'UTT, faire une première purge de certaines des données. Donc, on est en train de changer le système d'information pour arriver à ça. Mais par exemple, quand vous sortez de l'UTT, l'adresse de vos parents n'est plus utile ou votre statut je sais pas, votre statut de boursier, il est plus utile. Donc, au bout d'un an, 2 ans, ces données-là, on les retire. Et puis après, au fur et à mesure du temps, on devrait retirer, chaque donnée devrait quasiment avoir sa durée de conservation. Et on doit épurer au fur et à mesure les systèmes. Et ça, c'est hyper compliqué parce que les systèmes sont pas conçus comme ça. En tout cas, pas encore assez. Donc voilà, une fois que vous avez atteint la durée, soit vous effacez les données, soit vous les anonymisez, soit elles peuvent, dans certains cas, être archivées. Archivées, ça ne veut pas dire je les laisse sur le serveur, mais plus personne n'y a accès. Ça veut dire je les prends, je les mets ailleurs avec un contexte de confidentialité plus fort, des accès plus restreints. Et voilà. On passe à la suite parce que là, après, je vais tous vous endormir. Voilà, il y avait une question Oui, qu'on n'a pas répondu. C'est est-ce qu'il est obligatoire de préciser sur le portfolio de son site Internet que les données ne seront pas collectées lorsque l'on demande nom, prénom, adresse mail pour entrer en contact avec la personne? Et c'est quand on demande les coordonnées d'un employeur qui sera intéressé par notre profil dans la rubrique Contactez-moi, sur son portfolio, par exemple. alors attends, est-il obligatoire de préciser sur ce portfolio que les données ne seront pas collectées lorsqu'on demande... Ah, Je dirais que si le portfolio, c'est quelque chose de perso, que tu fais, qui est tout seul dans ton coin, en tant que particulier et que candidat potentiellement pour des missions, ça rentre dans l'exception du truc personnel. oui, alors par contre, quand la personne rentre prénom, nom, adresse mail pour entrer en contact avec toi, est-ce qu'après, je suppose que tu utilises un hébergeur. Est-ce que les données sont stockées chez lui? Est-ce que ça t'envoie juste un mail tout? Est-ce que... Oui, c'est Frédéric? ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça quoi. J'ai donné C'est bien plus. ça, oui, par rapport au portfolio. Ça s'arrête qu'au portfolio. Demander l'adresse mail et l'identité de Oui, l'employeur. mais, oui, mais après, quand ils remplissent un formulaire. Non, non, ils lui rendent juste, ouais, oui, aussi la rubrique aussi texte, genre ils peuvent rentrer des informations pour avoir plus de détails. Mhm. Et c'est pas enregistré après. Non, non, non. Ça t'envoie juste un mail. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est toujours mieux. Enfin, moi, je préconise à l'UTT qu'en bas de chaque formulaire, on mette explicitement, je vais en venir dans le principe 6, la notion de transparence, qu'on mette explicitement ce qui sera fait des données. En plus, tu vois, ça montre que tu as pris le sujet en main et ça établit une relation de confiance, quoi. Ça coûte rien de mettre un petit filigrane en dessous qui dit, voilà, en remplissant ce formulaire, voilà, je reçois un mail personnellement et vos données ne sont stockées nulle part. Puis voilà, tu Ok, vois. ok, ouais, c'est ok. Et Ok, puis ça. ça fait plus pro. Oui, après aussi pour les personnes qui sont dans le freelance, par exemple, ça peut être aussi le même cas.
Mm. Mhm. Ok, merci. Et oui, je te rejoins, Florence, c'est exactement ça. On est en train, nous, de changer le système d'information complet pédagogique. Là, avant, tout était développé à la main et on est en train de déployer un gros ERP pour gérer les emplois du temps, les dossiers étudiants, les services des enseignants, etc. Et donc, moi, j'ai travaillé avec l'équipe à dire, bah voilà, cette donnée-là, quand la personne, elle sort de chez nous, on n'en a plus besoin. Cette donnée-là, il faudrait qu'on la garde 5 ans. Cette donnée-là, il faudrait qu'on la garde jusqu'à 50 ans, etc., etc. Donc oui, il y a ce travail-là à faire. Et c'est hyper dense déjà de passer toutes les données en revue. Et surtout, il faut que tu aies un système qui soit capable de soit de purger automatiquement, soit d'aller rechercher ces données-là. Sauf que tu sais bien que si tu es dans une base de données relationnelle et puis que tu vas purger certaines données, bah, tu peux créer des bugs sur d'autres. Donc, d'où, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le RGPD instaure aussi la notion de privacy by design, c'est-à-dire la vie privée dès la conception. Et moi, je travaille avec l'équipe informatique à l'UTT. Au début, ils venaient me voir quand ils avaient fini de développer un outil en me disant, tiens, tu peux regarder si c'est bon? Bah non, en fait, ça serait bien que vous me disiez avant ce que vous voulez faire et je vous dirais, tiens, pensez à une fonction qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, quoi. Donc voilà. Et bon, va falloir que les systèmes évoluent. Donc, cinquième principe, il faut que vous assuriez en tant que responsable de traitement la sécurité et la confidentialité des données. Donc, voilà, vous êtes tous en informatique, je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais voilà, c'est la sécurité physique, logique, organisationnelle, c'est gérer les droits d'accès, c'est pas tout le monde qui a accès. Moi, quand je suis arrivée des PO, tout le personnel UTT avait accès au dossier des étudiants. Donc, ça veut dire que même la personne du service technique, et donc, c'est un enseignant qui était un ancien étudiant qui a dit, moi, ça me gêne que mes collègues ils aient accès à mon dossier d'étudiant. Donc, du coup, depuis, c'est réglé. Il n'y a que la scolarité et les assistantes des programmes qui ont accès à l'ensemble du dossier des étudiants et les enseignants n'ont accès qu'à la partie pédagogique et pas tout le dossier administratif de nos étudiants. Donc voilà, donc ça c'est important de bien gérer des accès aussi distincts. Bah voilà, nous c'était la même application avec les mêmes données. Il a fallu réussir à scinder en plusieurs accès avec différentes données, donc c'est un peu complexe. Je vois que vous rigolez bien sur le chat pendant que je vous parle. Alors, la transparence. On a presque fini. La transparence, c'est les personnes doivent être informées de ce que vous faites de leurs données. Et ça avant que vous collectiez les données. C'est pour ça que vous avez toujours en bas des formulaires des petits filigranes là et des petits textes en tout petit qui vous disent tout un ensemble d'informations qui sont parfois, c'est pour ça que j'ai mis des hiéroglyphes, qui sont parfois complètement incompréhensibles. Je vous invite maintenant que vous aurez fait cette formation-là à lire sur certains sites. Moi, je fais ça avec les étudiants que je forme. Je leur montre des sites où je vais m'inscrire dessus et je regarde ce qu'on me dit. Et normalement, le RGPD impose de donner de façon claire et concise et transparente un ensemble d'informations qui sont assez denses. Donc, c'est un peu compliqué de trouver le compromis entre je donne tout ce que je dois donner et en même temps. Donc, je vous ai donné des exemples. Vous devez avoir dedans qui est le responsable de traitement, à qui il partage les données, à quoi servent ces données, la finalité, combien de temps vont être gardées les données. Comment je peux faire un recours, les coordonnées du DPO, etc., etc. Donc, c'est très, très dense, mais en tout cas, allez le lire maintenant que vous avez fait la formation. Je pense que ce sera plus clair pour vous. Et je vous ai mis en bas un petit lien avec des exemples de mentions d'informations. Si vous-même, vous avez des formulaires sur le site de la CNIL, vous pouvez mettre ce petit texte-là. C'est la moindre des choses et effet vitrine immédiat sur votre conformité. Et donc, le dernier, c'est sur les droits des personnes. En fait, quand on collecte des données, on est obligé de respecter les droits des personnes. Donc, je passe vite. Vous pourrez aller voir aussi sur le site de la CNIL. Les gens ont un droit d'accès. Donc, vous avez le droit, vous, de demander à n'importe quel opérateur, en écrivant un courrier ou en écrivant au DPO, de dire, je veux savoir quelles sont les données que vous avez à mon sujet. C'est ça le droit d'accès. Vous avez un droit de rectification si les données vous semblent incorrectes à votre sujet.
Vous avez parfois un droit d'effacement, comme je vous disais, dans le cadre d'obligations légales, vous n'avez pas forcément le droit. Ça dépend de la base légale du traitement. Vous avez le droit normalement de limiter l'utilisation de vos données, de dire ça j'autorise, ça j'autorise, ça j'autorise pas. Vous avez le droit de vous opposer. Ça, c'est à partir du moment où vous avez donné votre consentement. Vous avez aussi le droit de le retirer. Vous avez normalement un droit de portabilité. Alors là, on va pas rentrer là-dedans, mais ça voudrait dire que, je sais pas, je suis chez Free, je passe chez SFR, je peux demander à Free de transférer ma boîte mail chez SFR. Alors, vous imaginez, ça veut dire interopérabilité des systèmes, tout ça. Donc, pour l'instant, c'est pas très au point. Vous avez le droit de poser une réclamation à l'organisme de régulation, donc la CNIL en France, et vous avez le droit de faire des actions en justice collective. Voilà. Donc, en tant que professionnel, bah, il faut que vous soyez capable de répondre à toutes ces demandes-là, si on vous les fait dans le cadre de votre travail. J'arrête là-dessus. J'avais prévu Sous, un jeu, sous 30 mais on jours n'a pour pas le temps. rigoler. Ouais. Sous 30 jours. En sachant Non, que mais si, c'est... ce que je le vois aussi, on a parlé de la CNIL qui se fait un petit peu submerger de plaintes. Ça arrive aussi à des entreprises de recevoir beaucoup trop de demandes de droit d'accès, y compris de façon répétée, de la part de personnes qui sont juste là pour embêter. Et pareil, on a le droit au bout d'un moment de dire c'est manifestement abusif, j'arrête de répondre à cette personne-là parce que voilà. Oui, on a quand même le droit. Donc, moi, j'ai déjà eu une demande d'accès. C'était assez épique. Quand vous recevez une demande d'accès, vous avez un mois pour y répondre. Et donc là, c'était un enseignant qui a aussi été étudiant. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, j'ai passé un mois à compiler. euh, j'ai fait le tour de tous les services. Il est dans les bases du service technique avec ses badges d'accès. Il est dans le service info avec tous ses logs, tous ses journaux, tous ses comptes, etc. Il est au service des stages parce qu'il a fait des stages quand il était étudiant et que maintenant il en suit. Il est dans la RH. En fait, voilà, j'ai passé un mois à compiler. Je lui ai envoyé 800 pages de données. C'était assez horrible. Et pareil, dans Mais d'autres contextes, j'en ai vu moi en entreprise, des gens qui font des demandes de droit d'accès en demandant par exemple une copie de tous les mails ou de tous les messages de messagerie instantanée type Slack d'entreprise, tous les messages où j'ai été mentionné par mon nom, par mon prénom, par mon pseudo, peu importe. Euh, et c'était quelqu'un qui était en conflit avec l'employeur à ce moment-là. Et le but, c'était vraiment de se construire un truc pour aller au prud'homme, quoi. Du coup, voilà, l'instrumentalisation du RGPD d'un droit pour récupérer de l'info à laquelle cette personne-là avait plus accès puisqu'elle n'était plus dans l'entreprise pour s'aider, quoi. Et là, c'était une recherche parmi du coup, des millions de messages parce que c'était une grosse boîte et que mm. Slack ne permet pas forcément d'exporter de façon facile. Et c'est globalement, on exporte tous les messages et seulement après, tu te débrouilles pour trier. Et ça peut vous être utile aussi, ces droits-là. Moi, j'ai un exemple aussi qui m'est arrivé. J'ai changé de banque et je recevais sans cesse des courriers de mon ancienne banque qui me proposaient des produits fiscaux, des machins. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai fini par leur écrire en leur disant, nous ne sommes plus dans une relation contractuelle. Je vous prie de supprimer mes données de votre base. Et ils ne m'ont plus écrit. Je pense que je suis toujours dans leur base, mais avec marqué en rouge ne pas lui écrire. Mais en tout cas, voilà, ça peut fonctionner aussi quand vous vous sentez un peu harcelé et que voilà. Bon, alors, c'est à toi, Max. On va essayer de d'aller vite. Du coup, peut-être on va Ok. conclure pour. Du coup, maintenant que Paula vous a décrit un petit peu tout ça, on va voir un petit peu comment tous ces principes ils se matérialisent dans la vraie vie de tous les jours. Et du coup, parce que c'est beaucoup plus amusant, j'ai pris que des mauvais exemples. Euh, Déjà, se conformer à la loi, ça ne veut pas forcément dire bien le faire. Et le truc qu'on voit le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les dark patterns ou les designs trompeurs. En gros, c'est OK, il y a une possibilité de respecter la loi, mais par contre, je rends le truc tellement compliqué, tellement introuvable, tellement planqué dans des réglages que personne va aller jusque-là. Et typiquement, l'image de droite, c'était il y a quelques années, mais c'était le diagramme des choix qu'il fallait faire, du chemin à parcourir dans l'application mobile Facebook pour régler correctement, on va dire, comme aurait dû l'être en mode privacy by design, les réglages de confidentialité de n'importe qui. Le chemin vert, c'est le chemin le plus court et le plus facile, et on transmet ces données à tout le monde pour en faire n'importe quoi.
Et si on veut s'opposer, bah, c'est le chemin le plus compliqué, là, avec plein de questions en bleu, en rouge. Donc voilà, de l'art oui, d'être conforme à la loi, mais sans, avec de grosses incitations pour que les personnes fassent ce que nous, on a envie de faire. Autre grand classique, les cookie walls, donc les murs de cookies, où en gros, tant qu'on n'a pas ou donné son consentement, ça c'est un des pires modèles, c'est jeuxvideo.com n'est pas le seul à le proposer, hein, mais c'est en gros, le RGPD dit qu'on ne peut pas conditionner l'accès, la fourniture du service à la fourniture de données personnelles. Et là, ils sont en plein dedans, en fait, concrètement de dire, ben, si on veut accéder gratuitement au service, alors il faut accepter tous les cookies publicitaires, et si on ne le veut pas, il faut payer. En sachant que la CNIL, voilà, là que je le mettais à côté, la CNIL et le Conseil d'État se renvoient la balle depuis un moment pour savoir si c'est légal ou pas. Et donc, le Conseil d'État, globalement, dit à la CNIL, bah, faites du cas par cas, donc ça avance pas. Autre grand classique, tous les sites marchands qui vous proposent de vous abonner à votre newsletter moyennant un bon de réduction. Euh, c'est pas juste pour avoir des nouveaux clients, c'est simplement parce que très très souvent, c'est parce que le site en question revend et partage ses listings de mails avec d'autres et que bah, probablement qu'un listing bien rempli, ça vaut plus que 10 euros pour un client qui va peut-être utiliser un bon d'achat. Donc toujours à se poser la question. Je disais tout à l'heure que les données personnelles sont convoitées. Elles le sont pas juste parce qu'elles peuvent servir, elles le sont parce que même à la revente, ça vaut quelque chose et que une adresse email, c'est quelques dollars et qu'un numéro de carte bancaire, c'est un peu plus, etc. Les bandeaux cookies, grand classique. Et pour ça, on va passer à quelques petites questions sur le même sujet, sur le même lien que tout à l'heure. Alors, du coup, un bandeau cookie, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que c'est pour vous, en fait? Est-ce que vous en avez déjà vu? Alors, avec une majorité quand même qui voit ce que c'est, qui voit pourquoi c'est là, même si effectivement c'est pénible, et même si effectivement on peut complètement se poser la question de qui a eu cette idée, qui a eu l'idée de faire ça comme ça, parce qu'en fait ça date d'avant le RGPD. Alors pour vous, un cookie, c'est quoi? Enfin, est-ce que c'est... Alors, plusieurs réponses sont possibles sur cette question, hein. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt utile, fonctionnel, et que si je les refusais complètement, on casserait tout? Est-ce que c'est juste quelque chose qui sert à collecter de la donnée, et à vous suivre d'un site à l'autre sans forcément être plus utile que ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de potentiellement sensible et que si on arrivait à voler vos cookies dans votre navigateur, on pourrait potentiellement se faire passer pour vous? Ok, et ben les trois réponses sont bonnes. Les trois réponses sont bonnes. Il y a certains cookies, on va le voir un petit peu après, qui sont complètement utiles et fonctionnels. Typiquement, le cookie voilà, vous êtes sur un site marchand, vous ajoutez un produit à votre panier. En fait, c'est stocké généralement dans un cookie. Et si vous supprimez ou bloquez ce cookie-là, bah, votre panier se vide à chaque fois que vous ajoutez quelque chose dedans et ça devient compliqué de passer commande. Oui, certains cookies sont des espions et permettent d'être suivis d'un site à l'autre. Alors, on parlait de Google Analytics tout à l'heure, même si c'est pas le seul, mais pour celui-ci en particulier, c'est sa grande spécialité. Et sensible, oui, c'est ce qu'on appelle, enfin, pour certains des cookies, on appelle ça des cookies de session. Donc, c'est une fois que vous vous êtes connecté à un site, le fait que vous soyez authentifié, donc que vous ayez accès à des espaces un peu privés, c'est stocké sous forme de cookies. Et il y a certains cas, c'est une forme d'attaque informatique où voler ces cookies-là et les rejouer fait qu'on se retrouve connecté avec l'identité de la personne qui les a émises et ça peut devenir intéressant parfois. Avant-dernière question, un vrai faux. Est-ce qu'un cookie, c'est la seule façon d'identifier ou de tracer un visiteur? Alors c'est faux. Effectivement, il y a des tonnes de moyens de le faire, à commencer par les pixels invisibles dont Facebook a la spécialité, tous les scripts qui sont même pas forcément conçus pour ça au départ, qui sont chargés sur une page. On parlait tout à l'heure des Google Fonts, par exemple, qui sont bien pratiques, mais qui laissent partir l'adresse IP de la personne et deux, trois autres données chez Google pour des raisons à la base pas du tout liées à du suivi publicitaire. Et dernière question,
est-ce qu'on doit toujours me demander mon avis avant de déposer un cookie dans mon navigateur ou d'accéder à un cookie qui serait déjà présent dans mon navigateur? Et c'est partagé. Est-ce que quelqu'un veut me dire pourquoi il a répondu oui ou pourquoi il a répondu non? Je peux bien me lancer. Moi, j'ai répondu non. Il me semble que si c'est uniquement fonctionnel, c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de demander l'avis. Par contre, si c'est pour des utilisations autres que fonctionnelles, et ça dépend de la fonction, bien sûr, là, on doit demander. C'est ça. Tout ce qui n'est pas strictement nécessaire au fait que le site fonctionne correctement et comme attendu, on ne demande pas le consentement de la personne. On l'informe par contre toujours, mais on ne lui demande pas si elle est d'accord ou pas, parce que si elle dit non, juste ça marche pas. Et pour tout le reste, tout ce qui n'est pas strictement indispensable, on demande le consentement de la personne, sauf cas particulier. Alors c'est très discutable, mais Paula a entrouvert la porte tout à l'heure de l'intérêt légitime et c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé pour Google Analytics, par exemple. Sauf que démontrer l'intérêt légitime de ce truc-là, ça a été très compliqué. La CNIL a fini par trancher en disant non, en fait. Donc globalement, si c'est fonctionnel, on informe seulement, et si c'est autre chose, on demande l'accord de la personne. Donc tout ce qui est lié au bandeau cookie, ouais, c'est pénible. C'est une grande spécialité française, c'est apparu chez nous en 2013, quand on a transcrit en droit français la directive européenne e-privacy, qui dit clairement que toute opération de lecture ou d'écriture sur un cookie déposé dans le navigateur de la personne doit être soumise à information et ou consentement. Et le RGPD est venu après coup, parce qu'on en a beaucoup parlé avec l'arrivée du RGPD. Le RGPD, lui, est venu après coup définir la forme que devait prendre le consentement, qui a un petit peu changé, voilà, qui doit être explicite, libre, etc. Alors, quelques exemples de bandeau cookies. J'ai pris là aussi, donc, comme je disais, volontairement des mauvais exemples. Euh, alors, celui-ci, c'est le parfait mauvais exemple de ce qu'il faut surtout pas faire, où on a plusieurs boutons qui servent à faire la même chose. Annuler ou refuser, ça fait la même chose. Tout accepter ou enregistrer et quitter, ça fait la même chose. Euh, on a une mise en avant par la forme et la couleur du bouton accepter, comme si c'était la bonne réponse, alors qu'en vrai, normalement, on est censé avoir complètement le choix. Et puis, on nous laisse choisir si on n'est pas d'accord, si on accepte de transmettre nos données à un tiers ou pas, et à un autre ou pas, etc. Et la liste faisait à l'époque à peu près 720 tiers, pour lesquels on demande à la personne bah, voilà, 720 fois de dire si oui ou non elle est d'accord ou pas, en sachant qu'on a volontairement trompé l'utilisateur en mettant voilà, le bouton il est côté off, donc on ne partage pas de données, mais on l'a mis en bleu comme s'il était activé pour que spontanément la personne aille le décocher et en fait le passe à on. Et dans le cas, vraiment, l'un des pires cas de ce qu'il ne faut pas faire pour donner l'impression à la personne qu'elle fait le bon choix, alors qu'en fait elle fait le choix qu'on avait envie qu'elle fasse. Un autre exemple qui est apparu plus récemment, en Ça fait, quand la, s'appelle, ça s'appelle du persuasive design. Un autre exemple qui est apparu un petit peu plus récemment, en fait, quand la CNIL a commencé à publier sa recommandation liée aux cookies, il y a 2 ou 3 ans, peut-être même moins, et qui expliquait que si, on devait laisser aux personnes le choix de continuer sans accepter, puisque, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le RGPD impose que on ne conditionne pas l'accès au site à l'acceptation des cookies. Donc, du coup, on a vu apparaître en petit, en caché, en haut à droite, ce fameux continuer sans accepter que quasiment tout le monde a ajouté aujourd'hui. Avec un bon point quand même, voilà, qui était que par rapport au précédent, plutôt que de lister les tiers un par un, euh, on les a catégorisés de manière à ce que, voilà, les cookies de fonctionnement, évidemment, c'est obligatoire, mais tout le reste, on n'a pas fait de choix à l'avance. On laisse la personne choisir si elle accepte l'une ou l'autre des catégories, et après, la liste des tiers se fera en fonction de comment ils ont été classés, même si voilà, on voit que là, il y a un petit bouton voir mes partenaires qui permet d'accéder à cette fameuse liste. Alors qui n'est pas une liste faite au hasard, hein, c'est une liste préétablie de groupements d'acteurs de la publicité en ligne qui se sont rassemblés en disant voilà, on va faire un système de consentement commun. Et en gros, si la personne dit oui une fois, elle dit oui à l'ensemble des 750 et quelques partenaires.
C'est d'une légalité discutable, mais ça existe. Et comme on lit pas forcément toujours quand on accepte ou qu'on refuse les choses, techniquement, ça tient. Autre exemple, alors là, un peu plus fourbe, qui est apparu un petit peu après, avec le bouton accepter et fermer qui est toujours mis en avant, le paramétrage au milieu pour faire un choix un petit peu plus fin, et le continuer sans accepter qui est apparu ici. Et par contre, vous aurez remarqué qu'en haut à droite, là où d'habitude on a un continuer sans accepter, là on a mis un continuer et accepter pour que les gens qui cliquent un petit peu trop vite ne se rendent pas compte qu'en fait, ils acceptent aussi. Alors, on parle beaucoup des cookies publicitaires. Je vais aller très rapidement là-dessus, mais c'est quand même les cookies et les formes de tracking qu'on croise le plus. Alors, il n'y a pas que juste nous et l'éditeur du site. En fait, il y a quand même beaucoup de gens entre les deux, notamment un certain nombre de prestataires, les annonceurs, ceux qui payent pour afficher la publicité, et puis les réseaux sociaux, qui sont quand même pour beaucoup un gros vecteur de diffusion de la publicité parce que c'est ceux qui ont le profil qui ont un profil le plus complet qui vous concerne en fait, qui vous connaissent le mieux. Et donc, une personne qui se connecte sur un site, elle verra une pub. Vous passez sur le même site au même moment, vous aurez une autre pub. C'est pas un hasard, c'est juste que la publicité est ciblée en fonction de ce que vous représentez pour un employeur, enfin pour un annonceur, pardon. Donc, sans aller dans le détail, puisque vous aurez le support, il y a plusieurs familles de cookies, donc des cookies techniques complètement indispensables pour des raisons de sécurité, de connexion au site, etc., de panier éventuellement. Des cookies dits de fonctionnalité, donc tout ce qui est mesure d'audience avec dispense de consentement. Par exemple, comme disait Paula tout à l'heure, un Matomo bien configuré, ça marche. Un Google Analytics, ça marche pas. Le fait d'être capable de prendre en compte des spécificités de votre appareil, si votre navigateur est configuré pour afficher les sites en suédois, si vous proposez le suédois, ça va passer automatiquement du français au suédois, etc. Les cookies d'analytique, donc là pour le coup la finalité c'est vraiment de vous connaître, de cibler vos centres d'intérêt, vos comportements sur le site web et d'être capable de personnaliser ce que vous allez voir par rapport à ça. Des cookies publicitaires purs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait de l'analytique et qu'on vous connaît, des régies publicitaires vous proposent des publicités ciblées et sont capables de compter le nombre de fois où elles ont été affichées, de limiter le nombre de fois où elles ont été affichées, compter les nombres de clics, etc. Parce qu'en fait, c'est pas juste le paiement finalement de l'annonceur ne se fait pas au moment où la publicité s'affiche, elle se fait au moment où vous cliquez. C'est pour ça qu'il faut que la publicité soit le plus ciblée possible, parce que sinon ça rapporte rien. Et des cookies de partage social qu'on voit pas mal aussi sur certains sites, mettons des sites de presse, où si voilà, on vous facilite la vie en permettant de partager un article directement sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Ça se fait pas juste en copiant-collant un lien. Les deux parties sont au courant. Le, le site de médias que vous utilisez Instagram et avec quel compte, et le site et Instagram en l'occurrence. Qu'est-ce que vous lisez? Comment cet article est catégorisé? Combien de temps vous avez passé dessus? Et à qui vous le partagez? Et donc tout ça, ça se fait par un système qu'on appelle la publicité programmatique, ou en anglais le real-time bidding. Donc globalement, la publicité ciblée, c'est-à-dire c'est une vente aux enchères en fait. Un annonceur se dit, moi je veux afficher ma pub sur tel site, sur tel ensemble de sites, mais je veux l'afficher que aux personnes entre 27 et 30 ans qui sont intéressées par l'automobile, par le football, voilà, avec un certain nombre de centres d'intérêt. Et en réalité, on ne se rend pas compte, mais un très grand nombre de points d'intérêt. Euh, et en gros, un visiteur se présente sur un site web. La régie publicitaire dit, oula, j'ai quelqu'un qui arrive, son profil c'est ça et ça, et il se fait en fait en un seul tour, il se fait une vente aux enchères, on vend votre profil aux enchères, et l'annonceur le plus intéressé, qui répond dans un délai, c'est super cadré, qui répond dans un délai de 120 millisecondes pour pas que vous ayez l'impression que ça s'affiche pas tout de suite, celui qui remporte l'enchère affiche la publicité. Donc c'est pas juste anodin, typiquement pour Google, qui est le plus gros annonceur publicitaire au monde. En 2022, juste sur cette partie-là, c'était 162 milliards de dollars de recettes publicitaires. En sachant que voilà, Google, Meta, donc l'entreprise qui possède Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., et Amazon représentent quasiment les trois quarts du marché sur le premier semestre 2023.
Donc ça, c'était les conséquences les plus visibles, du moins, dans la vraie vie du quotidien de Monsieur Tout-le-Monde. Et maintenant, Paula va vous raconter un petit peu comment ça se passe au travail. Bon, alors je vais faire très vite du coup. Parfois, dans les entreprises, il faut nommer un DPO. Donc, un DPO, c'est Data Protection Officer, on a déjà parlé, un délégué à la protection des données personnelles. Les cas sont très bien décrits, hein. C'est plus de 250 salariés, traitement de données dites sensibles, comme des données de santé ou des choses comme ça, secteur public, voilà. Donc, un DPO, ça peut être un salarié de la société qui prend le poste. Ça peut être un cabinet d'avocats à qui on sous-traite ou un prestataire à qui on sous-traite la fonction de DPO de l'organisme. Et ça peut être aussi un DPO qui est mutualisé entre plusieurs entités. Ça se fait beaucoup, par exemple, sur le territorial. Je sais qu'il y a beaucoup de petits villages ou de petites villes qui se mettent en communauté de communes et puis qui ont un DPO qui gère pour l'ensemble des communes. Donc, ça, c'est une des premières obligations que vous pouvez avoir dans un contexte, si vous êtes responsable d'une entreprise. Et sinon, de toute façon, bah, il va falloir maintenant que vous connaissez un peu les grands principes, analyser l'ensemble des traitements pour voir si ça respecte les principes clés. Euh, Conseiller, indiquer des procédures, former le personnel, parce que voilà, c'est important que les gens soient au courant de ce qu'ils ont le droit de faire ou de pas faire. Moi, j'organise des audits récurrents parce que la conformité, c'est un truc à long terme et itératif, hein. Les applis, elles changent sans cesse, les usages changent sans cesse, les gens qui utilisent les applis ne sont jamais les mêmes. Voilà. Et le truc important que je vous conseille de faire si vous vous lancez là-dedans, c'est de bien recenser l'ensemble de vos traitements et de les documenter, c'est-à-dire tenir un registre au sens du RGPD. Donc un registre, il y a des outils qui font ça. Il y a aussi un modèle de tableur Excel sur le site de la CNIL qui peut être utilisé. En gros, c'est dire, bah voilà, moi j'ai ce traitement-là, la finalité c'est ça, on a telle donnée dedans, on les collecte de telle façon, on les garde tant de temps, et voilà qui y a accès. En gros, c'est les informations importantes qu'il faut avoir. Et ça vous sert à suivre un peu votre conformité, mais surtout, ça vous sert en cas de contrôle ou en cas de demande d'un organisme de tutelle ou n'importe quoi, de pouvoir répondre et de pouvoir dire, voilà, nous, on a pris en compte le sujet et voilà ce qu'on fait chez nous, quoi. Tu peux passer à la suite. Ensuite, le truc important, très important, c'est que vous devez pouvoir garantir les droits des personnes. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'il y ait des mentions d'informations claires. Il faut que vous ayez une procédure en interne pour pouvoir répondre aux gens qui vont faire une demande d'accès, qui vont faire une demande de suppression. Pendant que Maxime parlait, j'ai regardé ma boîte mail et j'ai une étudiante qui m'écrit en me disant j'ai vu que sur mon dossier étudiant, on m'a mis que j'avais eu un BUT, mais en fait, c'était un DUT. Est-ce que vous pouvez rectifier? Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Qualité de la donnée, c'est aussi le rôle du DPO de vérifier et d'accéder aux sollicitations des usagers qui souhaitent rectifier une donnée qui est fausse à leur sujet. Euh, Chose importante, vérifier tous vos sous-traitants et revoir avec eux les contrats. C'est ce que je vous ai dit au début. Voilà. Dès que vous utilisez un sous-traitant. Alors, en sous-traitant, on a l'impression, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que c'est quelqu'un à qui je vais envoyer des données à caractère personnel pour qu'il les utilise. Mais par exemple, si vous utilisez un hébergeur, c'est un sous-traitant, parce que vous mettez des données dessus. Si vous avez une boîte de maintenance informatique qui vient chez vous, c'est un sous-traitant. Et elle a accès à vos systèmes. Donc, elle a accès à vos données à caractère personnel. Donc, tout ça, c'est des sous-traitants. Ah, un moustique chez Florent. Voilà. Ça, c'est les trucs prioritaires. Après, si vous avez des traitements à très grande échelle ou avec des données un peu sensibles, la santé, etc., il va falloir faire ce qu'on appelle une analyse d'impact. Donc là, vous allez devoir analyser l'ensemble des risques et tous les impacts du traitement avant de pouvoir le mettre en œuvre. Et puis enfin, il y a d'autres obligations plus anecdotiques, hein, mais qui sont quand même par exemple, si jamais vous avez une violation de données dans votre organisme, donc que ce soit par un piratage ou même un salarié qui avait mis un fichier Excel avec tous les clients sur sa clé USB puis qui a perdu sa clé USB, et ben en fait, ces pertes de données ou ces violations de données, vous avez un temps très réduit de 72 heures pour prévenir la CNIL de la fuite de données et pour prévenir l'ensemble des personnes concernées.
Donc ça, c'est assez. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez peut-être déjà reçu des messages où on vous dit nous avons eu une fuite de données, changez votre mot de passe, etc. Et puis il y a tout un tas d'autres choses, mais en fait là, je vais sur l'essentiel. Donc parfois un DPO, un registre pour bien tout documenter, garantir que vous êtes capable de répondre à vos usagers, à vos clients, à votre personnel sur leurs demandes. Et puis, voilà, après, respecter l'ensemble des principes pour tous les traitements. Vérifier que c'est bien sécurisé, qu'on n'a pas pris trop de données, qu'on les garde pas trop longtemps, que la finalité est claire, etc., etc. Et puis j'ai un petit dessin après, je crois. Ah non, c'est Et non. toi. Sachant que pour compléter un tout petit peu, même si vous n'êtes pas obligé légalement de désigner un DPO, vous pouvez complètement le faire volontairement. Enfin, Mm. alors, faut être un petit peu, Et, faut avoir commencé un petit peu sa mise en conformité, parce que c'est aussi dire à la CNIL que vous existez. Et voilà. et pour la question comment se finance la CNIL, bah oui, elle a un budget de l'État en fait. Oui, et c'est pas elle qui récupère l'argent des sanctions, donc il n'y a même pas cette motivation-là. Mm. Alors, par où commencer? On va aller vite aussi. Comme disait Ouais, on Paula, va la base, passer. c'est de se poser quelques petites questions. Voilà, est-ce que j'ai une base légale pour collecter ces données-là ou pour les traiter? Est-ce que j'ai bien le strict minimum? Est-ce que je les stocke de façon sécurisée? Est-ce que je les ai pas rendus accessibles à trop de gens? Combien de temps est-ce que j'ai le droit de les conserver? Et si je les partage, est-ce que c'est de façon sécurisée? Et typiquement, le fichier Excel qui est envoyé à des gens par mail, du point de vue de la CNIL, c'est pas sécurisé. Il faut qu'il soit chiffré. Le mail n'est pas considéré comme sécurisé. Ouais. Parce que j'ai souvent la question. Tout ça, c'est pas juste pour embêter tout le monde, c'est parce que protéger les données, les trier, c'est important. Ça protège l'entreprise, ça protège les personnes concernées, et ça protège doublement l'entreprise parce que bah, de plus en plus, les mises en demeure et les sanctions de la CNIL sont publiques. Alors déjà, ça coûte cher, mais surtout, ça nuit beaucoup à l'image de l'entreprise et la confiance des clients ou des usagers, ou peu importe, dans certains cas, c'est super important. Et alors pour s'inscrire, alors pas en porte-à-faux, mais on va dire en complément de ce qu'on peut trouver sur Internet, sur des sites d'avocats ou sur le site de la CNIL, d'expérience, commencez par ce qui est visible du public, voilà, par la vitrine tout simplement, et documentez-le, c'est super important. Le RGPD est venu avec un grand principe qui, comme disait Paula tout à l'heure, au lieu de déclarer à la CNIL ce qu'on fait, on fait dans notre coin, mais on est censé documenter pour pouvoir prouver sur simple demande en fait qu'on est conforme au RGPD. Donc voilà, commencer par ce qui est visible. L'idée, c'est de limiter, peut-être pas d'éviter, mais de limiter les plaintes de clients ou de personnel, d'éviter d'attirer l'attention de la CNIL, d'éviter un contrôle trop tôt dans votre chantier de mise en conformité, et puis bah, de montrer pour la partie documentation votre bonne foi, c'est-à-dire que vous avez commencé, que vous avez quand même commencé quelque chose et que c'est pas juste, voilà, même si on n'a pas fait, de te dire je me suis posé la question, j'ai une roadmap, j'ai un plan d'action, j'ai tout ça, c'est mieux que j'ai rien du tout. Donc, je disais de commencer par le site web. Typiquement, tout ce qui est cookies et traceurs en général, robustesse des mots de passe, tout ce qui est lié au HTTPS, qu'on utilise bien, des suites de chiffrement, des algorithmes qui sont conformes à l'état de l'art et conformes aux recommandations de la CNIL et de l'ANSSI, donc Les l'Agence mentions nationale de la sécurité. d'information, les Ouais, mentions d'information, voilà. voilà, Mm. donc tout ce qui est ouais, mention d'information, politique de confidentialité, politique cookie, mention légale, etc. D'être capable, si vous recevez une demande d'exercice des droits, type accès ou suppression, d'y répondre, et idéalement dans les délais impartis. Et donc je précise quand même, puisque pareil, on me pose souvent la question, répondre, c'est pas juste dire oui, j'ai bien eu votre demande, je réponds dès que possible. C'est non, c'est 30 jours et la personne a sa vraie réponse définitive. Voilà, tout ce qui peut toucher à l'affichage, euh, quand c'est par exemple sur des campagnes de publicité, c'est ultra visible et ça peut suffire. Voilà, une affiche dans le métro, un article dans la presse, peu importe, ça peut être une bonne pub, comme ça peut être une mauvaise pub du point de vue de la CNIL. Ça peut déclencher des contrôles. Et puis, bah, tout ce qui touche au contrat de travail, au contrat avec des prestataires, avec des sous-traitants, etc. C'est pas grand-chose, c'est juste des mentions à ajouter, mais déjà, du point de vue commercial, ça cadre un petit peu mieux les échanges. Et puis, du point de vue contrat de travail, c'est bien, ça rappelle à tout le monde que le RGPD existe et ça rappelle aux employés que vous traitez des données qui les concernent et qu'ils ont un certain nombre de droits. Mini boîte à outils, des ressources qui peuvent s'avérer un petit peu utiles. La CNIL a publié un guide en association avec BPI France destiné aux petites entreprises. Donc je vous ai mis le lien. Une petite checklist simplifiée associée également.
Paula l'avait déjà mis tout à l'heure, mais les exemples de mention d'information que la CNIL propose. Un petit guide, les premières étapes que décrit la CNIL, donc voilà, qui sont un petit peu différentes de celles que j'ai suggérées juste avant, mais qui restent complètement d'actualité, avec tout ce qui est désigner un DPO, créer un registre des traitements, etc., qui sont dans tous les cas des priorités. Et puis pour la partie un petit peu plus, voilà, puisque le RGPD dit vous devez assurer la sécurité de l'information, mais il dit pas comment. Donc le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI en 42 règles, c'est un bon début. Et pourtant, c'est un guide simplifié et en vrai, toutes les règles sont pas simples à appliquer.